Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon dans la rue quand on les bouscule. Ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. C'est tous ces gentils-là que j'ai envie de recevoir en micro de Trop bonne, trop cool. Toutes les 2 semaines, un gentil, une gentille, où on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que ça fait de grandir quand on est gentil ? Comment on fait pour éviter d'être sans cesse un paillasson pour les autres ? Comment on tire son épingle du jeu sans perdre justement ce qui nous caractérise le plus, notre gentillesse ? Je veux prouver aux autres que être gentil ne veut pas dire être faible et qu'on peut réussir sans être un requin. J'espère que l'épisode du jour vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse avec l'invité du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis hyper contente, ça faisait un petit moment déjà que je voulais enregistrer avec cette personne. Je suis un petit peu malade, mais ça n'entache en rien ma motivation légendaire. Bonjour Caroline. Salut Léa, ça s'entend pas du tout, du tout, tu es malade. Mon cerveau sera peut-être pas connecté aussi vif que d'habitude. Est-ce que Caroline, tu peux te présenter pour les invités qui ne te connaîtraient pas encore ? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Caroline Mignot, je suis entrepreneure dans la tech, en particulier dans le marketing. Ma mission, c'est que je sors des produits et des services marketing qui permettent à tout le monde de devenir le meilleur marketeur de son réseau. Donc, j'ai Richmaker, une plateforme qui permet de faire du partenariat avec d'autres créateurs de contenu, de se faire inviter dans des podcasts, de rencontrer des gens dans son écosystème, bref, signer des belles collabs en B2B comme en B2C. J'ai Refer, qui est un logiciel de prospection qui permet de passer par son réseau pour décrocher des meetings avec des profils hyper sollicités du genre tu vas sur le LinkedIn de Léa et tu vas pouvoir voir le chemin le plus court pour décrocher un meeting avec Léa, la rencontrer et peut-être la signer en tant que partenaire, client ou pourquoi pas talent. Et puis, j'ai aussi l'agence personnelle qui fait toute la création de contenu des marques personnelles. Donc, en général, on a des CEO débordés qui ne comprennent pas comment est-ce que dans une seule journée, tu peux gérer tes équipes, développer ta brand et en plus créer du contenu en permanence comme on nous l'impose aujourd'hui pour être visible. Donc, nous, on les accompagne et on s'occupe de toute leur création de contenu. Donc voilà, l'agence personnelle, c'est mon dernier bébé. Et puis, à côté de ça, j'ai une activité solopreneur où je fais beaucoup d'influence avec les marques, des grosses campagnes comme là, la SNCF sur Instagram ou Adobe, HubSpot, LinkedIn, TikTok sur d'autres réseaux sociaux et qui sont mes annonceurs aussi parfois sur mon podcast Marketing Square. Et voilà, je crois que la boucle est bouclée. Je t'ai fait une bonne petite visite des lieux. C'était exactement, on voit que c'est bien rodé, on sent que tu as l'habitude de parler à un micro et tout, je trouve ça hyper agréable, ça fait une vraie émission de radio, enfin vous verriez le studio de Caroline en face de moi et vraiment, franchement je crois que ça dépasse le professionnalisme là de Trop bonne, trop cool, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Donc avant qu'on se connecte avec Caroline, je vais rappeler un petit peu le principe de Trop bonne, trop cool et notre podcast sur la gentillesse. Donc Caroline, je vais te poser la première question de ce podcast. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être gentille et comment ça s'incarne dans ton quotidien aussi bien pro que perso ? Pour moi, la gentillesse, c'est un super pouvoir. C'est aussi un unfair advantage. En fait, il y a tellement peu de gens, je trouve, aujourd'hui, qui sont juste gentils dans le business. Tu sais, on oppose souvent les 2, mais parce que je pense qu'à partir du moment où tu arrives dans le business, on t'apprend à pas être trop toi-même, à pas trop donner. On t'apprend les règles du jeu qui sont en général hyper individualistes et je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui savent justement la jouer collectif. Donc, bien s'entourer déjà pour les nerfs et notre système nerveux qui est quand même mis à rude épreuve quand on lance des projets. Et puis aussi parce que forcément, c'est la guerre des talents et les boîtes, elles fonctionnent deux fois mieux, 2 fois plus vite et 2 fois plus durablement quand tu as aussi la bonne équipe pour soutenir les projets, les bonnes complémentarités. Donc, voilà, pour ces 2 raisons-là, pour moi, la gentillesse, c'est un super pouvoir. Ça te permet d'attirer les bonnes personnes. Ça te permet aussi de dérisquer 2 fois plus vite parce qu'en fait, mine de rien, quand tu es gentil, peut-être que tu vas avoir plus de déconvenues. Mais en fait, les gens, ils montrent leur vrai visage hyper facilement parce que comme tu dis oui à tout, tu vois facilement qui sont les takers, donc ceux qui sont là pour t'en demander encore et encore et encore, et ceux par contre qui vont tout de suite avoir à cœur de te renvoyer la parole, l'appareil,
la parole, ça marche aussi. Ça Mais marche du aussi. coup, voilà, de créer des rapports équitables et c'est un de mes amis, Arthur Oboeuf, qui dit aussi beaucoup ça sur les réseaux. C'est vrai que du coup, bah, quand tu es gentil, tu quand même, tu peux te tromper, mais en fait, c'est un super moyen aussi de voir, tout de suite quels sont les opportunistes et qui est là juste pour profiter. Donc, pour toutes ces raisons, pour moi, c'est un vrai atout professionnel et personnel. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comment t'as fait au fil des années? Est-ce que t'as eu des périodes justement où ces opportunistes-là, tu les voyais pas arriver et tu t'es un peu fait rouler dans la farine? Enfin, comment ça a évolué au fil, des années? Et ben, on se fait toujours encore un peu rouler dans la farine, hein. Dans tous les cas, j'ai l'impression que tu sois, de toute façon, que tu sois intègre ou pas, ça t'arrive, ça fait partie, du schéma entrepreneurial de tomber sur des gens qui abusent, que ce soit des clients, des partenaires, le cofondateur qui part avec la caisse, on en a entendu 1000, des histoires d'abus. En vrai, tu pas tu tu jamais à l'abri, en fait, quel que soit ton comportement, ça fait il faut trust the process comme disent les Américains. Je pense il faut embrasser ça et il y a aussi, moi j'ai toujours tendance à dire, un truc, qui permet de mieux vivre et d'être mieux dans ses baskets, c'est d'apprendre à se responsabiliser aussi et du coup, pas considérer que en fait, quand les gens font un truc qui te plaît pas, c'est des méchants. Pas avoir une vision hyper binaire du monde, mais plutôt te dire: «OK, comment ça se fait que, cette situation, elle m'arrive tout le temps, que je me retrouve encore là-dedans?» Essayer de prendre du recul, pas voir les autres forcément tout noir, essayer de comprendre dans un exercice d'empathie, pourquoi les autres agissent comme ça. Ça développe de dingue ton intelligence relationnelle et émotionnelle et je pense que ça, c'est aussi un atout dans ta vie d'entrepreneur. Donc quand je me fais rouler dans la farine pour répondre à ta question, un truc que j'essaye tout le temps de mettre en place, c'est OK, changer de perspective, la carte n'est pas le territoire. Est-ce que cette personne a vraiment abusé ou c'est avec ma sensibilité et mon prisme? Et spoiler alert pour ceux qui nous écoutent, moi je suis vraiment hypersensible. Donc déjà quand tu sais que tu es hypersensible, faut pas trop se faire confiance. On a de l'instinct, mais on a des mauvaises interprétations. On prend souvent les choses personnellement et voilà, quand tu te responsabilises et que tu pars en disant: «OK, je suis à l'aise aussi avec qui je suis et avec ma gestion des émotions», ça amène aussi à mettre un peu d'eau dans son vin et du coup, j'essaie toujours de faire cet exercice. Ouais, c'est vrai, c'est un bon conseil que tu peux donner là de, en effet, prendre du recul et même dans ces cas-là, d'être de bien m'entourer parce que moi, par exemple, quand, je vis une situation où je prends trop le truc à cœur, parce que je pense qu'aussi je déborde un peu trop d'émotions et il y a beaucoup de choses qui me heurtent et du coup, le fait d'en parler, avec des gens qui sont peut-être plus pragmatiques, plus terre à terre, bah, du coup, ça me permet aussi tu vois, ça vide un peu, mon verre qui est déjà trop plein, quoi. Carrément. Donc c'est vrai que c'est tout un exercice de balance et d'équilibre, mais ouais, ouais, c'est un super conseil de suivre son instinct, mais pas toujours, se faire confiance sur tout et de moi, des fois, je dors dessus et le lendemain, ça va mieux aussi, voilà, je le prends un peu moins personnellement et du coup, comment donc on a compris qu'au fil des années, ça avait pas mal évolué quand même de ton côté et comment aujourd'hui tu arrives est-ce que le non arrive facilement? Toi, est-ce que tu arrives à te protéger, à prendre du recul et en effet dire assumer le non aussi qui est pas facile, pas toujours facile quand on est gentille. Ouais, quand on est gentil ou quand aussi on a ce travers qui s'appelle le people pleasing. C'est-à-dire, en fait, comme j'ai l'impression de pas mériter l'amour des autres, du coup, bah, je me plie, je me minimise, j'essaye de faire toujours en sorte de répondre aux attentes des autres. En fait, le gros problème du people pleaser, c'est que à pas s'écouter, on finit par être un peu, bah, le reflet de ce que les autres attendent de nous et on va avoir des mauvaises émotions, des mauvais sentiments, des rancœurs, alors que les gens en face, parfois, ils ont rien demandé, en fait. Ils ont rien demandé, mais ils ont tellement l'habitude qu'on se plie à eux qu'ils se disent: «Bah, elle est comme ça» et je pense que ça, tu vois, c'est encore différent de la gentillesse. Le people pleasing, ça vient de l'envie d'être, accepté, respecté, intégré et il faut vraiment faire attention à ça quand tu es entrepreneur parce que tu peux finir par, complètement te désaligner et 1, pas avoir une bonne estime de toi, 2, créer des liens avec les gens qui sont pas sincères et que tu vas finir par leur faire peser à un moment. On appelle parfois ça dans l'hypersensibilité le bunker grenade. C'est, tu sais, tu as emmagasiné, emmagasiné, emmagasiné. Tu sais, l'exemple que je donne tout le temps, c'est, imaginons tes potes, à chaque fois qu'il y a un déménagement, tu es là, tu réponds présente parce que tu te dis: «En fait, je veux pas les laisser en galère». Bah, en fait, ils valorisent plus ton temps, ils valorisent plus, tu deviens juste, bah, en fait, appelle Caro, elle est tout le temps dispo et du coup, au bout d'un moment, potentiellement, soit tu vas les ghoster,
soit, tu vas leur envoyer un gros truc dans la gueule en mode hypersensible, du genre: «Écoute, ça fait 5 ans que je me tape, tous tes déménagements, j'ai l'impression, en fait, qu'on n'a pas une amitié sincère et tu sais quoi? Moi, j'ai besoin de prendre de la distance, ne parlons plus». Ça, c'est typiquement comportement d'hypersensible à fuir et quand on se responsabilise, on se rend compte qu'on se l'impose. Tu vois? Personne nous a demandé de faire tous les déménagements, mais on finit juste parce qu'en fait, on a trop habitué les gens à pas respecter notre temps, qu'on n'a pas bien communiqué, qu'on n'a pas bien exprimé nos besoins. On se met dans des schémas desquels on peut plus sortir. Bah, tu le disais justement dans une vidéo, c'était pour ça aussi que j'avais envie de t'inviter aujourd'hui, une vidéo qui a vraiment bien marché sur, justement ce concept-là de, toujours dire, oui à tout et un jour tu te réveilles et tu dis non et du coup, les gens, pensent que tu n'es pas sympa alors que si tu as toujours dit non et qu'à un moment donné tu dis oui, on se dit: «Oh là là, il est super sympa». Enfin, c'est vrai que ça faisait beaucoup écho à ça. C'est clairement, c'est marrant parce que ça s'appelle le biais de cohérence. J'ai fait un épisode avec un neuro, spécialiste juste après parce que cette vidéo a fait 12 millions de vues. Elle Ah est sur mon punaise. Insta, épinglée pour ceux qui veulent aller la voir. Effectivement, elle explique que quand tu as habitué les gens à dire toujours «oui, oui, oui», le jour où tu dis «non», tu passes pour la pire enflure et par contre, quand tu dis tout le temps «non», le jour où tu dis «oui», on dit: «Ah, c'est incroyable, tu as vu cette carapace, en fait, elle est trop sympa» et du coup, je disais: «C'est affreux parce que c'est pas du tout vertueux, c'est pas en fonction de tous les efforts que tu as faits, et sur, en fait, c'est pas un contrôle continu, c'est plutôt la dernière action qu'on retient et je disais: «Bah, c'est horrible pour tous ceux qui justement, sont tout le temps là pour les autres et qui au bout d'un moment étouffent et disent: "Bah, écoute, là je peux plus"» et en fait ça c'est, le biais de cohérence du cerveau qui dit: «Bah, en fait quand tu es tout le temps habitué à la même action, le jour où il y a une rupture, c'est cette rupture que tu vas retenir». Donc forcément, si la rupture c'est dire non, on va retenir ça. Si la rupture c'est dire oui, on va retenir ça aussi. Donc Mmh, ouais, voilà c'est pour ceux qui intéressant. s'intéressent. C'est hyper intéressant comme démarche. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Nous, on fait des actions, on a l'impression que c'est des trucs, totalement dénués de sens. Enfin, tu vois, on le fait parce qu'on a envie de réagir comme ça et on réfléchit pas que derrière, il y a une vraie notion psychologique qui est appelée et tout. Donc je trouve ça hyper intéressant que tu te sois renseigné là-dessus et d'en savoir plus, sur tout ça parce que la gentillesse, ça fait partie aussi de notre vie et toi, justement, dans ton business, est-ce que la gentillesse, c'est une valeur que tu essayes de cultiver ou au fil du temps, tu t'es dit: «Bah, c'est une valeur que j'ai dans mon monde perso, mais dans mon monde pro, elle est plus dure à appliquer parce que justement, je peux me faire rouler dans la farine et tout ça». Comment tu vois, toi, la gentillesse à travers ton business? Je pense qu'il faut pas trop se poser la question et il faut pas trop se définir comme gentil. C'est bête, mais je pense que alors, ça va peut-être te faire rigoler Léa et tu vas me dire si tu partages, ce point de vue ou pas. Mais, quand on dit des choses sympas sur soi-même, j'ai toujours l'impression que c'est comme les marques de vêtements qui mettent luxe dans leur nom. Je me dis: «Quand Ah tu as ouais. besoin de le dire, c'est que tu l'es pas vraiment». Tu sais, un peu comme, genre, je sais pas, vêtements luxe. Tu sais? On voit tous ces marques qui disent luxe, qui mettent luxe dans leur nom et en fait, je me dis: «Quand tu as besoin de l'énoncer, quand tu as besoin de le dire, c'est qu'il y a un truc qui va pas». Et du coup, j'aime bien me dire: «Les vrais gentils, ils en parlent pas, les vrais gentils, ils font pas ce qu'on appelle le virtue signaling». C'est-à-dire, genre, se sentir obligé d'expliquer que, tu sais, un peu comme les gens qui disent qu'ils sont hyper généreux ou un peu comme les nanas, j'ai une théorie là-dessus, tu sais, toutes les nanas que je rencontre qui me disent: «Ah mais moi, je suis vraiment pas la nana prise de tête», c'est tout le temps des enfers. Et je crois qu'on en avait parlé avec Léa Legendre de ça, tu vois? Quand tu as besoin de le dire, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc pour moi, la gentillesse, faut pas trop en parler, faut pas trop en parler, en parlant de soi. Faut pas trop se définir comme gentil aussi, parce que je pense que gentil, c'est déprécié. Mmh, C'est pas c'est pour vrai. rien que ton podcast, il s'appelle comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout, dans le business, s'attacher à la notion d'intégrité. Dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. Je pense que c'est ça la gentillesse version business, c'est-à-dire celle qu'on attend de toi. C'est pas que tu dises oui à tout, c'est pas que tu sois tout le temps, en train de voir l'intérêt des autres, c'est pas faire passer les autres avant toi, parce qu'en fait, dans le business, c'est comme dans l'avion, faut mettre, le masque d'abord sur toi parce que c'est toi qui portes ton équipe. Donc si tu mets pas le masque d'abord sur toi pour te protéger, tu peux pas sauver les autres. Donc, tu vois, pour moi, gentillesse peut-être en version business, ce serait l'intégrité plutôt et ta façon de soutenir les autres, de jamais décevoir, parce que, bah, peut-être que tu es pas parfaite, mais au moins, il y a pas de vice caché, il y a même pas de vice du tout. C'est genre: «OK, j'essaye toujours de faire au mieux».
Je pense que c'est ça pour moi, ce que je mets derrière gentillesse dans l'entreprise, c'est je fais toujours au mieux pour tout le monde, pour que les gens ils soient contents. Je fais pas aux autres ce que j'ai pas envie qu'ils me fassent et surtout quand je m'engage, c'est le respect de la parole donnée. Ça, je pense qu'en business, c'est une règle d'or. Et pourquoi du coup tu penses qu'à travers les années, il y a un truc où le terme de gentillesse, s'est galvaudé? Enfin, tu vois, comment on pourrait l'expliquer de pourquoi quelqu'un de gentil, c'est forcément moi, tu vois, c'est ça aussi que j'essaye de combattre avec ce podcast-là, c'est tu vois, on peut être gentil, mais sans dire, faible. Moi, tu vois, c'est un truc que moi j'assume pour le coup d'être gentil parce que je trouve que c'est une vraie valeur humaine et que j'ai Ouais. envie de développer, que j'ai envie de transmettre, parce que je trouve que c'est un truc qui s'oublie, enfin qui s'oublie depuis trop longtemps et donc j'ai envie de crier aux gens: «Je suis gentil mais pas faible», tu vois? Ça veut pas dire, Ouais. marcher dessus, c'est comme si j'étais un paillasson qui avait écrit «Bonjour, marchez-moi dessus», quoi, tu vois? C'est juste, je suis gentil, mais c'est pas pour autant que je suis faible et du coup, comment tu l'expliquerais que ce terme-là soit autant galvaudé, que la gentillesse appelle forcément de la faiblesse? J'adore ce que tu dis et ça me rappelle, quand j'étais dans des groupes de potes et que je disais, «Moi, je cherche un mec gentil ou un compagnon gentil». Ouais, En fait, tout le monde, gentil, c'est devenu un synonyme de moche. Tu sais, c'est c'est vrai. genre, ah bah, en fait, quand tu as rien, à la rigueur, tu peux être gentil, genre, c'est vraiment à la portée de tout le monde et je trouve que c'est vraiment une aberration de dire ça parce que pour le coup, la gentillesse, c'est loin d'être facile à appliquer au quotidien C'est de clair. justement, bah, toujours avoir à cœur un peu moi, ce que je mets derrière gentillesse, c'est avoir à cœur le bien-être, les demandes de l'autre, accueillir, être toujours dans l'écoute active. Tu vois, pour moi, la gentillesse, c'est vraiment lié à la notion de disponibilité, de légèreté aussi, pas faire peser aux autres, tes états d'âme, tes jugements. Donc c'est vraiment l'agréabilité, la gentillesse et du coup, voilà, je suis d'accord avec toi, c'est devenu hyper galvaudé parce que je pense, que les gens derrière gentil voient justement le people pleasing. C'est-à-dire quelqu'un qui dit juste, oui à tout et en fait, on me l'a beaucoup dit sur Instagram, notamment dans les commentaires et je trouve ça très juste. C'est pas parce que tu dis oui à tout que tu es gentil. Au contraire, dire non, c'est, une superbe qualité. Peu de gens en sont vraiment capables et il faut savoir la valoriser, aussi. Donc je pense que voilà, les gens, pour te répondre brièvement, les gens font souvent l'amalgame entre, être gentil et t'effacer, dire toujours, oui et en fait être invisible et moi, je te rejoins, hem, Léa, vraiment une gentillesse de cœur chez les autres, pour moi, c'est un énorme driver en amitié comme en amour. J'ai jamais aimé les bad boys, j'ai jamais eu des meilleurs amis un peu pestes. J'ai toujours été entourée de gens, heu, profondément gentils, en fait. C'est trop bien et comment tu les caractériserais ces gens-là? Qu'est-ce qui t'a plu chez eux de prime abord? Tu vois, comment tu les choisis ces gens gentils? Comment tu vois qu'ils sont sincèrement gentils? Les énergies et je pense que les gens qui sont, alors sincèrement gentils, c'est toujours pareil, tu sais, je pense qu'il faut laisser aux gens un peu de mou aussi. On On a tous des moments où on n'est pas disponible émotionnellement pour les autres. Moi, par exemple, dans mes journées, il y a la terre entière qui me demande tout le temps d'aller voir leur site internet, donner des conseils. Là encore, tu vois, juste avant que je prenne le call, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Je peux t'appeler, 10 minutes sur le sujet du sponsoring?» Au final, je lui dis: «Oui, envoie-moi une invite». On m'envoie 30 minutes d'invite et tu sais, je me dis: «Putain, c'est les gens respectent pas». Tu sais, tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Vous voyez pas le geste, mais je sais que tout le monde l'a en tête, ceux qui écoutaient le podcast et je pense qu'il faut savoir se protéger et il faut aussi être gentil avec soi-même du genre, c'est OK parfois, de dire aux gens comment tu te sens, de dire aux gens quand tu as tes humeurs. Moi avec mon équipe par exemple, parfois je suis là: «Ah je suis désolée, je suis de trop sale humeur. Ah désolée, je t'ai parlé sèchement». Ça va avec la responsabilité aussi, tu vois? Donc pour te répondre, moi je pense que comment est-ce que je trouve les gens qui sont vraiment gentils autour de moi? C'est des énergies et encore une fois, c'est pas, quand tu es gentil, quand tu es généreux, quand tu quelles que soient tes qualités, tu l'es pas 365 jours par an, 7 jours sur 7. On a tous des moments où on n'est pas nos qualités parce qu'en fait, on n'a pas mis le masque sur nous. Donc voilà, comment je trouve les gens qui ont un grand cœur? Parce que je le sens, il y a une connexion immédiate, c'est des gens qui te font te sentir bien, c'est des gens qui te font te sentir compris, c'est des gens qui n'abusent pas. Tu vois, moi, mes vrais amis, ils sont pas là toute la journée en train de me demander des services et je le sais d'ailleurs. C'est à ça que je les reconnais, c'est qu'ils sont pas là, tu vois? C'est marrant parce que je sais que tu es aussi sur Instagram, Léa.
Mmh. et c'est un monde parfois l'influence où tu sais, tu sens que les gens ils traînent avec toi, mais 2 secondes après, ils vont te demander: «Ah, tu peux me taguer? Ah, tu peux me prendre en photo? Ah, tu peux faire ci, tu peux parler de moi sur cel tel truc». Et en fait, dès que je sens que les gens mettent des rapports comme ça, en fait, d'influence, de pouvoir, ou de promotion, juste parce que comme j'ai du média, bah, tout de suite, je me dis: «Ah, là, il y a quelqu'un qui, est pas forcément, ami avec moi ou gentil avec moi ou qui passe un moment avec moi pour les bonnes raisons». Et je pense que ça se voit assez vite. Voilà, Mmh, ouais. pas toujours, hein, et ça veut pas dire que mes amis, peuvent pas me demander des services, mais quand je sens que dès les premiers temps, d'une amitié, tout ça, je sens qu'il faut que je produise ou il faut que je me plie à des attentes ou que je réponde à des besoins ou que je rende trop de services, voilà, je me dis que c'est peut-être pas, pour mon cœur qu'on est là. Ouais, c'est ça qui est difficile. Je pense que quand tu as de la notoriété, c'est savoir pourquoi les gens viennent te voir. Est-ce qu'ils sont intéressés ou sincères? Enfin, tu vois, je pense que ça doit être difficile de faire la part des choses. Et justement, quand, tu as ces personnes-là où tu sens qu'elles sont pas là pour les bonnes raisons, comment tu gères la situation de est-ce que tu assumes de ou est-ce que tu ghostes? Enfin, tu vois, je trouve que c'est difficile aussi d'assumer, de dire: «Bah, écoute, je pense que tu es pas là pour les bonnes raisons, salut». Enfin, tu vois, comment tu gères cette situation-là? C'est marrant que tu dises ça parce que quand je suis rentrée des US, je ghostais beaucoup. Je pense que, c'était avant que je me fasse vraiment accompagner sur la gestion des émotions et du coup, il y avait un moment où je sais pas si ça te parlera Léa ou les gens qui nous écoutent, mais parfois je me sens comme une éponge et j'ai l'impression en fait d'emmagasiner, emmagasiner, on me donne toutes les émotions et tu sais toute la journée, quand tu es sur les réseaux ou quand tu es entrepreneur, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te tape sur l'épaule. «Tu peux faire ci, tu peux machin, tu peux venir, tu peux truc». Et en fait, il arrive rapidement un moment où, tu sais, tu as limite les larmes aux yeux parce que tu es là genre: «Ah laissez-moi tranquille!» Tu plus d'espace en fait, tu plus d'espace, tu plus de créativité et tu as l'impression d'être juste pas le jouet des autres, mais tu es tout le temps à la merci de quelqu'un, tu es tout le temps en train de répondre à une demande et je pense que ça, le pire, c'est le pire écueil dans lequel il faut pas tomber. C'est justement de te faire de pas mettre le masque sur toi. Donc quand je sens que je commence à être coup-ci coup-ça, que, ça fait, 10 fois que la personne, on vient me poser la même question et en fait les gens ils y sont pour rien parce que tu te responsabilises et tu te dis: «Les gens n'y sont pour rien». Lui, il sait pas que c'est la 10e personne aujourd'hui que je rencontre et qui me dit: «Eh j'aimerais trop passer dans le podcast, tu veux pas faire un épisode sur moi?» Et en fait, pour justement pouvoir, être juste avec les gens, pas leur faire ressentir tes émotions, pas les juger aussi, tu vois? Parce qu'en fait, on a tous été dans cette situation où quand quelqu'un représente tellement d'enjeux, on oublie la politesse. Ouais, Si c'est vrai. demain, tu rencontres dans la rue, le patron d'une boîte que tu adores, tu vas oublier la politesse, tu vas pitcher tout de suite. Enfin, en fait, même nous, on fait tous ça, donc c'est normal et toi, tu es toujours l'étape d'après de quelqu'un. Donc faut pas en vouloir aux gens, parfois de pas être poli ou de donc je mets les choses en perspective. Si j'y arrive, je communique aux gens sur mon état, c'est-à-dire je dis: «Bah, tu sais, je reçois déjà beaucoup de demandes». Tu vois, un exemple type, Léa, c'est il y a beaucoup de gens parfois qui, quand ils me rencontrent, tout de suite, ils me font un reproche. Ils me disent: «Hello, je suis un tel et en fait, tu m'as pas répondu sur les réseaux, mais j'ai une marque de machin et je te demandais si». Oh, c'est Et dur. ouais, mais les gens se rendent pas compte et je pense que c'est leur nervosité aussi, mais ça Ouais. m'arrive souvent de rencontrer quelqu'un et qu'on me dise: «Ah, tu m'as pas répondu» et souvent même, ils répètent pas ce qu'ils ont dit, donc juste, en fait, on vient me voir, tu vois? Là, j'ai plus de 200 000 abonnés et parfois, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dise: «Oui, moi, c'est, hello, moi, c'est Léa, d'ailleurs, tu m'as pas répondu, je t'ai écrit». Oui, Et du bonjour. voilà et du coup, je suis là: «Salut Louise, est-ce que tu peux me rappeler peut-être, où tu m'as écrit?» Et voilà et donc j'essaye de recontextualiser, j'essaye de décharger émotionnellement. Si jamais je peux pas, je m'accepte, complètement sur, la réflexion, désagréable en fin de journée. Je suis vraiment à l'aise avec ça et je me dis: «Tu peux pas être parfaite, tu peux pas plaire à tout le monde». Je me dis: «Peut-être il y a un moment où les gens, ils comprendront aussi que, quand tu arrives avec de la négativité, bah, tu pas toujours quelqu'un en face qui est OK pour l'accueillir et que au bout d'un moment, tu vois, ça m'est jamais arrivé, mais je me dis: «Le jour où cette nana, tiens, je vais te faire une confidence. Vas-y. Il y a pas longtemps, j'ai mal réagi. J'ai une cliente qui m'appelle sur l'agence personnelle et en fait, l'agence personnelle, c'est l'agence de création de contenu.
on adresse des CEO, donc qui ont déjà des belles boîtes et qui n'ont pas le temps de produire leur propre contenu. Et là, il y a une nana, qui arrive dans le call, qui me pose du coup qui me bombarde, qui me pose plein de questions. Moi, évidemment, dès le call, l'idée, c'est pas que de vendre un truc. J'apporte de la valeur, je lui donne mon avis et tout. En fait, elle finit le call, donc ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, Léa. Et elle me dit: «Enfin, n'empêche que moi, je me demande, qui a le budget de mettre ces sommes-là dans du contenu». Oh punaise, déjà ça part mal. Déjà rien que le ouais non, c'est horrible comme phrase. C'est horrible et en même temps, c'est une nana qui est solopreneur, qui m'a expliqué justement qu'elle galérait pendant tout le call, en me disant: «Voilà, je veux me lancer sur tel sujet, je sais pas comment faire tel truc et tout» et du coup, à la fin du call, elle me dit: «Bah, moi, en fait, je suis intéressée par l'agence, mais pas à ce prix-là et les tarifs, ils sont exorbitants et je comprends pas qui peut se les payer» et en fait, au lieu de lui dire: «Écoute, je pense que comme c'est une agence pour les patrons d'entreprise, peut-être c'est encore un peu prématuré pour toi». Bah, j'ai pris la mouche, tu vois? Ouais, Fin bah, de je comprends. journée, Mmh. je suis fatiguée, il y a mon cofondateur qui est à côté, donc moi comme je suis hypersensible dans une pièce, j'absorbe tout, donc il y a du mouvement, tout ça et en fait là, tu vois, bah, je lâche les chevaux, je colorie en dehors des cases et je lui dis: «Bah, écoute, moi là, je suis désolée, mais je vais pas passer plus de temps dans cet appel. Je pense que, on n'est pas là pour expliquer aux gens, s'ils sont bien pricés ou pas. En tout cas, moi, je me permettrai pas de le faire pour toi. Donc je te propose qu'on s'arrête là, et puis, bah, si un jour, tu as intérêt à passer par l'agence personnelle, bah, recontacte-moi, mais ces appels, ils sont réservés aux clients» et j'ai été imbuvable, Léa et je pense que c'est OK, il faut se responsabiliser, tu vois? Mmh mh. Avec le recul, même là, quand je te le dis, j'en ai honte, mais je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent, qu'ils entendent aussi qu'en fait, on n'est pas parfait et vous dites pas que c'est parce que, en fait, j'ai, 3 boîtes et des équipes que je déborde pas. Il y a des fois où en fait, c'est pas le bon moment, je suis fatiguée, j'ai mes règles, j'ai mes problèmes, je suis malade, il y a du bruit autour, il y a quelqu'un qui sort le truc qui me fait de la peine alors que je viens de passer 20 minutes à donner et à aider et ben voilà, et ben vous vous êtes pas fait honneur, et ben, ça vous a pas rendu justice, et ben il y a peut-être quelqu'un qui pourra pas vous blairer, et je suis OK avec ça et tu vois ce truc-là, il s'est passé il y a genre 4 ou 5 mois et parfois j'y pense encore et je me dis: «Voilà les trucs qu'il faut pas refaire» et maintenant quand je sens que ça monte et quand quelqu'un est en train de me critiquer, ou me dire un truc qui me blesse et ben j'essaye plutôt d'être dans la posture de dire: «Bah, en fait, je dois t'avouer que ça me fait de la peine, ce que tu me dis, parce que» et j'essaye de communiquer de façon non violente. Mais il y a encore des débordements et je pense que c'est important de le dire, il y a personne qui est parfait toute la journée, gentil, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ouais, Ça se c'est clair. cultive et ça s'apprend. Et puis on peut pas être gentil avec tous, tu vois? J'ai enregistré un épisode, avec, une personne qui m'expliquait qu'il avait une gentillesse un peu choisie. Qu'en gros, il choisissait ses combats, il y avait des gens avec qui il avait pas intérêt à être gentil parce que, bah, il savait que les gens allaient en abuser et tout, donc il se mettait une sorte de carapace et qu'après par contre avec son entourage, ses proches, les gens qui le «méritent» entre guillemets, bah, il pouvait, se montrer, gentil et à l'écoute et tout ça et donc il me disait qu'il y avait vraiment 2 personnalités et que ça lui allait aussi de jouer avec ces 2 personnalités-là, quoi. Là-dessus, tu sais, moi, j'ai un retour d'expérience, assez étonnant. Parfois, il y a des personnes, qui, m'ont rendu des services, ou qui m'ont rendu des clins d'œil, des intros, des années plus tard et dans ma vie, j'ai aidé plein de gens en me disant: «Ah bah lui, voilà, je vais pas dire c'est le taux de perte, mais je dis souvent, quand tu donnes, il y a un taux de perte». Il y a oui, peut-être 20 des gens, ils vont, j'allais dire, ils vont pas en être dignes, mais même il y en a qui abusent et qui même se retournent contre toi, tu vois? J'avais aidé un pote à décrocher un job chez Marc Jacob et 2 ou 3 ans plus tard, moi, j'ai été en galère et je lui ai demandé de faire passer son CV et il a pas fait passer mon CV et j'avais envoyé, avec une faute d'orthographe, une lettre de motivation et dans notre groupe de potes, ils s'étaient moqués de moi en disant: «Ah mais Caro, elle a pas passé le test avec David. D'un autre côté, elle a mis, Marc Jacobs. Je sais plus s'il y avait un S ou pas de S, et du coup, il s'était moqué de moi et tu vois, là, enfin, j'ai des exemples comme ça dans ma vie où en fait, des gens que j'avais aidés derrière m'ont vomi dessus. Ah, Donc c'est c'est horrible. au-delà.
C'est au-delà de juste, pas te rendre l'appareil, ça on s'en Ouais. fout à la rigueur. C'est vraiment, il y a des gens derrière, ils sont tellement dans la jalousie ou dans l'insécurité de leur propre insécurité. Imagine à quel point ils sont malheureux, tu vois? Leur propre insécurité que du coup, ils ont besoin de te mettre dans la sauce ou de t'humilier ou machin, ou même parfois nier le fait que tu leur as rendu service. Tu vois, parfois j'ai fait des intros ou des trucs et les gens derrière m'ont dit: «Ah mais en fait je le connaissais déjà et je savais très bien que c'était faux» et l'autre personne m'avait dit genre: «Ah oui, mais si tu me l'avais pas présenté, j'y serais pas allée», mais je me dis: «OK, laisse tomber». Donc ça arrive, c'est le taux de perte. À contrario, y je sais plus comment ça s'appelle, je regrette de pas avoir le concept à te donner, mais c'est un peu, pas le last click window comme on dit en pub, mais en fait, il y a des gens qui, des années plus tard, à un moment où tu l'attends pas, ils vont faire une dinguerie pour toi C'est vrai. et et franchement, je te donne un exemple. Il y avait une nana que j'avais aidée à trouver un job à New York. Après, bah, comme beaucoup de gens, j'avais plus jamais eu de nouvelles et en fait, il y a 3 2 ans, je fais une conférence dans un incubateur. Il y a une nana qui vient me voir à la fin de la conférence, qui dit: «Salut», elle s'appelle Ophélie Van Sutter elle vient me voir à la fin de la conférence et elle me dit: «Tu te souviens pas de moi, Caroline, mais tu m'as aidée à trouver un job à New York. Tu m'avais aidée à refaire mon CV il y a genre, 10 ans». Et j'étais en poste, en fait et j'aidais beaucoup les étudiants qui voulaient s'implanter à New York parce que j'en avais bavé, pour le faire et du coup, elle était là à la conférence et du coup, suite à ça, je l'ai invitée, on a fait un déjeuner de filles entrepreneurs elle est venue déjeuner avec nous et après j'ai parlé d'un événement féminin qu'organise une de mes amies, Aline Bartoli et elle m'a dit: «Ah, ça me chauffe de venir et tout». Alors déjà, elle a pris sa place pour cet événement, l'événement de ma copine, donc déjà pour moi, c'est un give back parce que hyper contente. Elle m'a dit: «Ah, tu m'as envoyé X personnes» et dedans, il y avait Ophélie. Donc tu vois, premier give back, c'est en fait le cercle vertueux. Les gens, ils vont te le rendre même par capillarité, tu vois? Mais il y a quelqu'un à qui ça profite dans ton écosystème et figure-toi qu'il y a 3 jours, je dois mettre en ligne ma conférence. Donc ça, c'était il y a 2 mois que j'ai fait cette conférence à l'événement d'Aline, auquel Ophélie avait pris sa place je suis dans la voiture, il y a quelques jours et en fait, il me faut des reviews clients sur, les gens qui ont assisté à ma conférence. Donc j'ai fait, un onglet sur mon site masterclass.carolinemigno pour ceux qui veulent aller voir. J'ai mis la conférence en ligne parce que les gens ont adoré cette conf et je me retrouve dans la voiture, je rentre de week-end avec des potes et là, je me rends compte que j'ai pas d'avis client pour mon site. J'envoie un message à Ophélie, elle m'a fait tout de suite un avis client sur ma conférence et en fait, si j'avais pas aidé cette nana, il y a des années à New York à refaire son CV ou derrière, elle m'a, dit merci sur le coup, mais j'en ai plus jamais entendu parler. Je la retrouve à une conférence, il y a 3 ans. Depuis, elle me suit. Je l'invite à un déj entrepreneur et au final, la nana me fait un super avis client dans un moment où j'ai 2 heures pour trouver quelqu'un qui peut faire tout et je voulais pas mettre des trucs, fake, tu vois? Donc je voulais pas qu'il y ait genre mes associés et ma mère qui disent, «La formation de Caroline est super». Elle m'a sauvé la mise, en étant hyper réactive et la nana, genre en 2 secondes, elle m'a écrit, ma première review en disant, du vraiment un truc tellement gentil sur ma conférence. Enfin après, on a le syndrome de l'imposteur parfois, les femmes, donc je pense qu'elle le pensait vraiment bien sûr. Mais juste, voilà, pour te dire et pour ceux qui nous écoutent, je sais pas si ça fait écho chez vous, mais moi ça m'est souvent arrivé de me dire: «Bah, en fait, c'est le retour sur investissement, il vient des années plus tard. Du coup, trier les gens avec qui tu es gentil, oui et non, parce qu'il y a une magie invisible aussi, tu vois? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Puis moi, j'ai l'effet inverse aussi, parce que moi, moi, je suis vraiment de ta team aussi. Je donne ma gentillesse, mais sans rien attendre en retour, parce que c'est un peu le défaut aussi de la gentillesse calculée. Il y a des gens aussi qui sont gentils, mais qui attendent forcément quelque chose en retour. Et moi, j'ai un peu une gentillesse naïve où je suis gentille sans forcément attendre de réciprocité. Ça me dérange pas de faire les actes sans attendre rien en retour. Et moi, quand je me suis lancée à mon compte il y a maintenant plus de 3 ans, j'avais fait beaucoup de visio avec des entrepreneurs, des personnes que j'admirais sur LinkedIn, que je connaissais pas forcément. Et en fait, c'était vraiment naïvement pour juste me connecter à eux et j'avais envie d'outrepasser le côté, LinkedIn très informel, enfin si, justement très formel, et j'avais envie d'organiser des visios avec ces personnes-là. Et donc j'ai fait, une centaine de visios, je pense en 1 an, où j'ai rencontré énormément de gens différents. Et en fait, c'est ces rencontres-là qui aujourd'hui m'apportent, du business. C'est des gens qui me recommandent, et à la base, je le faisais pas du tout de manière calculée. C'était sincèrement des gens avec qui j'avais envie de me connecter.
Et donc, il y a souvent des freelances qui m'envoient des messages qui me disent: «Oh, mais comment tu fais? Est-ce que tu prospectes? Comment tu gères ton business?» et tout ça. Et j'ai dit: «Bah, en vrai, moi, c'est vraiment le bouche à oreille». Et donc, tout de suite, on me dit: «Ah, mais c'est parce que tu avais déjà du réseau». Je dis: «Mais non, en fait, le réseau, je l'ai construit. Je suis pas une riche héritière avec des parents friqués qui m'ont recommandé à toute la terre, tu vois. C'est juste que j'ai rencontré des gens sincèrement que j'avais envie de rencontrer, et c'est ces gens-là qui sont devenus prescripteurs de ce que je fais. Et donc je leur dis faites-le, et donc tout le monde me dit ah ouais, donc je vais contacter ces gens-là pour qu'ils me vendent plus tard. Je dis non non, là tu prends le problème inverse, tu les contactes, tu as envie de les contacter, et si un jour ils ont besoin de toi ou qu'ils entendent parler de quelque chose, ils penseront à toi en fait si tu leur laisses un bon souvenir. Et donc je trouve qu'il faut le faire juste dans la juste mesure, te connecter aux autres, pas le faire avec intérêt, mais te dire qu'en effet, un jour, ça peut te servir. Tu vois, je trouve que c'est un peu ce que tu disais, les cercles vertueux, mais pas faire de la gentillesse calculée pour autant, quoi, tu vois. Carrément et je suis tellement, ça fait tellement sens pour toi le réseau et en fait, à quel point le pouvoir de la recommandation, il est énorme et tu vois, ça reboucle avec cette notion d'intégrité. Si au lieu de souvent les gens, ils sont obsédés par l'acquisition, ils veulent toujours des nouveaux clients, mais en fait, si tu es pas un prospecteur dans l'âme, le truc qu'on oublie trop souvent et c'est valable dans le B2B, c'est valable pour les freelances, c'est en fait l'expérience. Tu vois, moi sur l'agence personnelle, là, j'étais en audit tout à l'heure avec une nana à qui on a vendu un plan 3 mois et en fait, quand je lui parle, on fait un petit audit marque personnelle et je lui dis: «Mais tu sais, il faudrait vraiment que tu fasses un shooting photo, c'est notre nouvelle offre et aujourd'hui, les nouvelles offres, on est tellement complet à l'agence qu'on les propose que aux nouveaux clients et du coup, au lieu d'aller chercher tout le temps dans une course effrénée des nouvelles relations que tu vas servir à moitié parce que pendant que tu es en train de servir tes clients, tu es en train d'en chercher des nouveaux, en fait, proposer une expérience plus complète à la personne. Mais ça, c'est tellement le hack le plus mais sous-coté, Léa, autour de moi, chez les entrepreneurs, les freelances. Je suis tout le temps là, mais au lieu de sortir une nouvelle offre pour avoir des nouveaux clients, pourquoi est-ce que, tu vas pas mieux servir ou demander à tes clients avec qui tu t'entends déjà bien, comment est-ce que l'expérience, elle peut être encore meilleure? Et là, en fait, tu as un pouvoir de recommandation, tu as plus jamais besoin de prospecter parce que quand tu vas voir ton client existant en lui disant: «Qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi?» Un, il est trop content de payer. 2, il est tellement surpris que derrière, il va te recommander et c'est là où tu travailles vraiment ton unfair advantage. Qu'est-ce que tu fais de plus que les autres, tu vois? Donc Ouais, je c'est trouve que vrai. ça coche toutes les cases. Ouais, c'est vrai. Et puis je trouve qu'il y a un truc très vrai aussi qui ressort de ta phrase, c'est oser demander. Parce qu'il y en a plein qui se disent: «Moi, tu vois, j'assume quand j'ai de la place», moi, je suis social media manager, donc j'assume dire: «Bah, là, j'ai de la place en CM, j'ai de la place en strat et tout ça», et j'assume le dire. Et tu vois, il y a des frics qui me disent: «Ah, je sais pas comment tu fais pour», et je dis: «Beh, et pourquoi toi, tu le fais pas?» «Ben non, mais j'ose pas, ça veut dire que mon business, il marche pas si j'ai de la place et tout». Tu sais, ils font style qu'ils sont toujours, buzzy et Et genre, les je suis en mêmes en mode: dating. Tu sais, mes copines, elles font attendre les mecs 3 jours. Je suis là: «Mais «C'est vrai». ça fait 3 jours. Enfin, tu es déjà habillée pour ton date, vas-y maintenant». C'est vrai. Et en fait, je comprends pas pourquoi on n'ose pas le dire. Ça traduit rien, tu vois? Et là, je trouve qu'en effet, de juste dire à tes clients avec qui tu bosses, avec qui tu aimes bien travailler: «Bah, écoute, on a une bonne relation, qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi? Moi, mes prestats, je peux t'aider sur ça, ça, ça», et juste oser dire à ton client, et ça fera ça enfin, je trouve que ça n'entachera en rien votre relation. Au contraire, ça montrera que tu as envie de l'accompagner encore plus, et pas toujours la course effrénée aux nouveaux clients que tu accompagneras à moitié, quoi, tu vois? Carrément et je te dis sur la reco, mais je plus sois tellement et aujourd'hui, moi, sur les conférences, ça fait 2 ans que j'en fais. Léa, je viens juste de sortir mon site internet parce qu'avant, j'étais 100% sur la reco et tu vois, pour, reparler des services rendus, à quel point les services que tu rends, c'est ton meilleur commercial, le meilleur commercial de la terre. C'est ma première conférence, elle a été bookée par un étudiant que j'avais aidé à refaire son CV. Vous allez vous dire, la nana, elle a fait les CV de la terre entière. Ophélie Édouard brillait pour le coup, était un étudiant brillant, il galère, à trouver son stage. On est à la période covid. Je le connais pas, hein, mais je l'aide à refaire son CV parce qu'on échange sur les réseaux sociaux et le gamin était vraiment brillant et il se trouve qu'1 an plus tard, il décroche son stage, peut-être 1 an ou 6 mois plus tard, il décroche un stage au labo, qui est un incubateur et il me dit: «Caro, j'organise les Connection Days au labo. On cherche des intervenants. Je veux que tu sois ma conférencière et du coup, dans tous les cas, on passera par toi. Envoie-moi un devis». Et c'est ma première conférence avant ça, je me disais: «Léa, mais qui peut bien se déplacer pour m'écouter parler?» Genre même mes proches, ils en ont marre que je parle. Donc même ceux qui même ma propre mère, je la saoule. Genre qui va venir m'écouter en conférence?
Et ben, tu vois, 1er contrat déclenché sur un service rendu d'un mec où on me dit tous mes potes étaient là: «Mais Caro, au lieu d'aider les étudiants, développe ton business». Bah, tu vois, comme quoi, faut se faire un peu confiance dans la vie. Il faut faire un peu confiance à la gentillesse comme étant un puissant levier de conversion client. Ouais, c'est vrai, c'est super chouette, de voilà, d'aider sans rien attendre et comme quoi, tu vois, ça peut t'apporter une conférence et après te lancer sur une presta que tu même peut-être pas imaginé. Enfin, comme tu disais, tu vois, le côté, conférence que tu pas ça. Bah, écoute, c'est trop, trop bien et justement, tu parles de ta maman, ça m'intéresserait de savoir comment tu as grandi, Caroline Mignot. Comment tu étais en étant enfant? Qu'est-ce que t'ont inculqué tes parents justement sur la notion de gentillesse, d'écoute, enfin, tu vois, est-ce que tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est tes parents qui te l'ont transmis? Comment tu as évolué sur tout ça? Je dirais que mes parents, ils sont un peu trop gentils. Je leur ai souvent dit à l'époque, tu sais, quand j'étais ado, c'est trop une expression de boomer. J'espère que vous êtes prêts. Je me suis souvent dit: «Mais vous êtes des pigeons» et ça me rendait dingue parce que mes parents, tu vois, c'était le genre à se faire tout le temps avoir, à faire confiance trop rapidement et je pense qu'on se refait pas et je pense que moi aussi, je suis une pigeonne sur bien des aspects, mais en fait, l'important, c'est toujours en fait, d'être toi-même. Moi, je suis un profil disque jaune, je suis tournée vers les autres. J'ai besoin des autres pour être heureuse, ce qui est un vrai problème dans ma vie parce que quand tu fais dépendre ton bonheur de, ton entourage, tu as toujours une raison d'être malheureux parce qu'il y a jamais, 100 des gens qui sont, en bonne santé, psychologique et physique d'ailleurs et du coup, voilà, c'est un vrai challenge. Mais, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je suis plus heureuse en rendant service, je suis plus heureuse en étant, intègre, alignée avec qui je suis et moi, mon naturel, c'est que j'ai envie que les gens, ils soient éclatés. Tu sais, comme Coco là, le mec dans le film, j'ai envie de les éclater. Mais moi, je suis un peu comme ça dans la vraie vie. Tu sais, que ce soit mes employés ou, mon équipe et tout, j'ai envie qu'en fait, quand j'arrive au bureau, je suis pas en train je suis pas en train de stresser les gens, je suis pas en train de dire: «Ah, j'ai passé une mauvaise journée». Je suis plutôt là en mode: «Coucou, ça va les gars? Ouais, on va faire ça c'est trop cool. Venez, on va manger au resto». Tu vois, j'ai envie d'insuffler en fait, cette dynamique et je pense que je serais pas heureuse si je maîtrisais, tu vois? Si je quantifiais, si, je me disais: «Attention à pas faire ça pour pas se faire truc». Une analogie que je donne souvent, je m'étais fait voler mon portable, dans la rue et il y avait quelqu'un qui m'avait dit: «Ah oui, mais c'est normal Caro, faut pas te balader avec le portable à la main». En fait, moi, j'ai toujours dit: «Je préfère me faire voler mon portable une fois par an, mais vivre comme j'ai envie de vivre dans ma liberté, pouvoir avoir le portable à la main sans calculer ce que je fais». Je trouve que si le prix à payer, c'est de se le faire voler une fois par an, bon, faut pas que ce soit plus non plus parce que, les derniers Après ça iPhone, ils commence coûtent à être très cher. cher. C'est un budget. C'est un budget là, le je m'en foutisme. Mais, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, s'il faut mesurer moi, j'ai essayé, tu sais, on l'a tous fait, hein, que c'est quoi en mode désolé pour hier soir. Tu as tous fait genre après t'être fait bien avoir par quelqu'un, comme après une grosse cuite, tu dis: «Ah bah, je serai plus jamais gentil. Ah bah, j'aiderai plus jamais les autres». En fait, ça me coûte tellement, moralement, j'aime tellement aider en fait, que quand je le fais pas, je suis malheureuse et je me dis: «C'est double peine». Ouais, mais ouais, t'as raison, vaut mieux s'écouter et puis tant pis pour ceux qui savent pas recevoir ton aide, enfin, tu vois? Et qui soit en abusent, soit sont pas capables de voir que c'est sincère et qu'il y a rien de calculé et justement, comment tu gères cette relation, parce que j'en avais parlé avec une chef d'entreprise justement qui avait du mal à se positionner en tant que chef d'entreprise parce que justement elle était très gentille, très dans la compassion et dès par exemple, elle me donnait l'exemple, c'est un épisode que j'ai enregistré saison 1, il y avait une employée qui arrivait toujours en retard et donc au bout d'un moment, elle s'est obligée à lui dire, «Pourquoi tu arrives toujours en retard?» à poser des limites et tout et ça lui a fait tellement mal, elle en dormait plus la nuit, elle a tout fait le discours dans sa tête et tout ça et du coup, elle se disait que c'était super dur d'assumer sa facette de gentille, mais de devoir recadrer les autres et que du coup, dans sa boîte, elle a dû faire venir une, RH, office manager qui s'occupe de cette partie-là parce qu'en fait, elle se dit: «Moi, je peux pas gérer cette partie de taper sur les doigts de mes employés et ça me coûte trop justement» et donc elle a préféré déléguer cette partie-là et avoir resté dans sa zone de génie à elle quoi, tu vois? Ouais, c'est très juste. Je pense qu'effectivement, faut pas hésiter à déléguer. Ça va pour moi avec l'entourage, c'est communiquer clairement sur ce que tu sais faire, ce que tu peux faire, ce que tu sais pas faire et ce que tu peux pas faire. Et franchement là-dessus, on a tous, tu vois, moi sur la gestion des émotions, quand j'ai des choses vraiment compliquées à gérer, j'aime beaucoup, m'appuyer sur mon associé
qui a une intelligence relationnelle, mais je suis tellement jalouse, Léa. Genre, il a en plus, il le valorise même pas, parce que ça le saoule. Je suis là: «Mais oui, ça te saoule peut-être que ça te demande de l'énergie, mais tu es tellement bon, tu devrais faire que ça. De tu devrais faire de la médiation ou de la diplomatie». Mais en fait, il est hyper bon pour résoudre, les conflits et il a toujours en fait, il a une tonalité où tu sais, en fait, ça le traverse, mais je sais pas comment t'expliquer, c'est le mec, tu sais, c'est le mec du customer service. En fait, c'est impossible, ça t'est déjà arrivé? Quand tu appelles un customer service, le mec, il est tellement excellent, tu étais énervé et tu repars, tu es là: «Merci beaucoup», alors qu'il a pas réglé le problème, mais juste il t'a tellement écouté et compris et fait sentir important. Et ben, lui, c'est pareil et du coup, bah, je m'appuie souvent sans complètement déléguer parce que, faut pas exagérer, tu peux pas tout déléguer, mais d'où l'importance de s'entourer, tu vois, de gens qui savent faire parce que aussi ce qui est intéressant, quand tu délègues pas, mais quand tu te mets en relation, que tu demandes de l'aide, bah, en fait, par mimétisme, tu vas pouvoir prendre les bonnes attitudes, les bons trucs et moi, je trouve que ça, c'est enfin, je préfère toujours apprendre à le faire plutôt que de carrément, déléguer donc ça peut être une bonne pratique aussi pour ceux qui nous écoutent. Ce que vous savez pas faire, bah, essayez de dans un premier temps, de le gérer en duo. Comme ça, vous allez apprendre en faisant, potentiellement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, est-ce que du coup, tu arrives à le faire plus comme lui le fait? Enfin, justement, ce truc-là, de gestion de conflit et tout, toi, avant lui et après lui, tu les gères mieux? Enfin, comment tu as vu l'évolution? Ouais, je pense qu'à chaque fois, je reprends des petits trucs, tu vois? Je me dis: «Ah tiens, ça c'est golden nuggets», comme j'aime bien dire, c'est-à-dire, ça c'est vraiment pépite, c'est vraiment cool. «Ah tiens, il a rebondi comme ça», il laisse parler, il laisse des silences, tous les trucs que les hypersensibles, ils peuvent pas faire parce que quand tu es dans une relation de conflit, en fait, notre cerveau reptilien, il est en mode: «Au secours», instinct de survie, du coup, ça se sent au niveau de ton visage, tu es tendu, tu as les yeux humides, tu as peur et en fait, tout ça, c'est des énergies. Pour reboucler là-dessus, on en parlait tout à l'heure. Les énergies, ça se sent et du coup, avoir quelqu'un qui n'est pas traversé par ça et voir, en fait, la façon dont il va laisser exister l'autre, se garder le temps de la réflexion, pas réagir comme disent les coachs, ne pas réagir mais répondre. J'adore. Maintenant, je l'ai tout le temps dans la tête, tu vois? Comme quoi on apprend. Ouais, trop intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu lui as apporté du coup de ton hypersensibilité? Parce que à contrario, tu vois, ça peut se balancer aussi de lui être très pragmatique. Toi, qu'est-ce que tu lui as amené du coup? Alors, les hypersensibles, il y a plein d'avantages. Déjà, en général, on a un sens, de l'empathie, démesuré parce qu'on ressent tout ce que ressentent les autres. On est en général des bons créatifs parce que forcément, comme on est très perméable aux émotions, ça fait qu'on sait bien les décrire, les écrire, les traduire en musique, par exemple, les interpréter, les décliner. Donc, en général, ouais, les hypersensibles sont des bons créatifs, des bons empathiques. C'est des gens qui, en général, sont hyper, connectés, tournés vers les autres, donc ça fait aussi des bons communicants et je pense que je lui amène tout ça et puis il faut se laisser aussi le temps d'apprendre. Tu vois, mon associé, il est plus âgé. Moi, j'aime bien être avec des gens plus âgés aussi parce que je trouve que l'expérience dans l'entrepreneuriat, ça se t sent tellement et tu vois, là, j'ai lancé 3 boîtes. Je me dis: «Léa, ma première boîte, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, tellement j'ai appris». C'est ouf, hein, les progrès qu'on fait Ah, en ça un an. m'étonne pas. Et puis, moi, des fois, juste de me poser et de voir le chemin parcouru, tu sais, on est tellement dans la frénésie de toujours faire plus, de toujours voir plus loin. Moi, j'essaye, là, depuis cette année 2023, de plus, me poser sur mes acquis, d'être fière de ce que j'ai fait et plutôt que de toujours vouloir, moi, je suis toujours madame plus, tu vois? Je me dis: «Bah, OK, là, ça, c'est coché. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour faire mieux, faire Comment je fais toujours pour plus être loin?» débordée? Et c'est vrai que voilà, j'aime bien en cette année de me poser, de prendre du temps, de dire: «Bah, écoute, c'est vachement bien déjà, ça te paraissait, il y a quelques mois une montagne infranchissable alors que là, bah, tu es déjà au sommet donc profite un peu de la vue», tu vois? Carrément. Donc c'est vrai que c'est des voilà, c'est des sujets où on pourrait parler des heures. J'ai juste une petite dernière question qui me vient à l'esprit. Tu parlais d'empathie, c'est vrai que ça catégorise quand même beaucoup les gentils sur le côté empathique. Comment tu fais pour pas être simplement une éponge aux sentiments des autres et tu vois, pas te rajouter du poids sur tes émotions à toi? C'est quoi les meilleurs conseils que tu peux donner aux gens qui ont beaucoup, beaucoup d'empathie? Décrocher dès que tu sens les premiers signaux arriver et moi, ce que j'aime bien donner comme, 1 signaux, moi, j'ai toujours les mêmes, c'est l'irritabilité. En fait, j'adore les autres, du coup et j'adore, être entourée par les autres, discuter avec les autres, j'aime tout le temps quand il y a du monde autour. Je suis un animal social. Quand je sens, Léa, que je suis énervée par la présence des autres,
c'est qu'il faut aller dormir. Et du coup, c'est vraiment, c'est un vrai truc et j'ai vu pas mal, de contenu là-dessus et je me suis dit: «C'est tellement vrai» et c'est pour ça, je me dis: «Ça va peut-être servir à quelqu'un d'autre». C'est vrai. Quand vous commencez à être irritable, c'est que vous avez pas mis le masque. C'est pas les autres, j'aime bien Orelsan, il dit: «Quand tout le monde a un problème, c'est que le problème, c'est toi». Et ça m'arrive souvent, tu sais, dans ma journée, je me lève: «Ah, untel m'a énervé», j'arrive le midi: «Ah, truc a pas fait ce que je voulais qu'il fasse». Après, le mon compagnon, il m'envoie pas, le message au bon moment ou alors il me demande un truc un peu sèchement, mais encore une fois, mon interprétation. Donc quand tu sens comme ça, que tu deviens irritable, que tu aies tes règles ou pas, parce que ça, c'est aussi un truc un peu menstruel parfois, il faut tout de suite, prendre du temps pour soi, se recentrer. Donc moi, je dirais pour ceux qui nous écoutent qui sont hypersensibles, c'est simple, c'est dormir, la tendresse et le sport. C'est les 3 cartes joker de l'hypersensible. Trop bien. Tu fais quoi comme sport pour te défouler quand tu sens que ça déborde un peu? Je suis grande sportive, parce que je suis hyperactive aussi. Donc j'ai découvert d'ailleurs, tu sais que chez les femmes, c'est diagnostiqué en moyenne 10 ans plus tard que les hommes. C'est ouf comme Ah stat. punaise. Mmh. Je l'ai diagnostiqué à 31 ans, et du coup, je fais beaucoup de sport, de plein de types différents. Je fais de la salle, je fais pas mal de piscine. C'est un sport de vieux, mais j'adore aller à l'aquagym. Passion Trop bien. aquagym. À chaque fois, on me dit: «Mais tu es vraiment pas de cette époque». Donc aquagym, aquabike, j'adore. Urban cycling à Paris, j'adore, dans des studios un peu, avec, une ambiance boîte de nuit, ça, c'est trop rigolo. Et ouais, après je fais des cours de pilates, de yoga et puis je fais plein de trucs avec des potes aussi, tu vois? Quand on est entrepreneur, on n'a plus beaucoup le temps pour Mmh, pour, c'est heu, vrai. pour être avec ses amis et j'aime beaucoup de plus en plus. Peut-être c'est un truc de trentenaire, mais je mixe et je fais genre, du yoga avec des copines. Je suis ma copine Hélène, dans ses cours, poterie, tout ça. Donc je fais de plus en plus, aussi du sport de façon un peu, mondaine, tu vois? Pour voir mes amis et passer un moment avec eux aussi. Mmh, ouais, c'est cool, puis c'est une bonne, enfin, c'est une bonne excuse aussi pour sortir de chez toi et sortir un peu la tête de du guidon. Parce que c'est vrai que tu as l'air d'avoir une vie bien remplie, donc parfois de mettre un peu, pause dessus, ça peut être vraiment chouette. Bah, écoute, c'était trop cool, je vais pas te prendre plus de temps parce que je sais que tu es une femme très, très occupée. Je vais passer à ma dernière question du podcast. J'aurais pu te l'envoyer avant, mais je suis sûre que tu vas avoir des noms à me donner. Est-ce que tu as un gentil ou une gentille à me proposer au micro de Trop bonne, trop cool? Et tu peux m'en donner plusieurs si jamais tu as plusieurs noms. Alors, Clément, mon associé, Clément, SSB de l'agence personnelle, il a franchement, une intelligence relationnelle hors norme. Il est génial et j'étais sa première cliente et en fait, il a tellement bien délivré que je me suis dit: «Waouh, il est tellement bon». Meilleur conseil pour s'associer, c'est quand les gens sont tellement bons qu'en fait vous vous dites: «Waouh, si lui, il est contre nous, c'est-à-dire s'il est compétiteur, je suis dans la merde». Ça, c'est que les gens qui dans ces cas-là, faut jamais s'en méfier, faut en faire des alliés et Clément, il est exceptionnel, je dis souvent Jonathan qui est à côté, a été formé par Clément et je lui disais: «Mais tu te rends compte que c'est le meilleur monteur de France, qui va t'apprendre à monter des vidéos?» Donc ouais, Clément, il est exceptionnel. Arnaud Gazet de chez Refer qui est à la fois mon associé et aussi mon compagnon. Forcément, bah, c'est la plus belle âme, que je connaisse et je l'ai choisi pour partager ma vie, donc je suis un peu partisane. Mais c'est quelqu'un, j'aime beaucoup dire, dans mes choix d'histoire d'amour, j'ai toujours, choisi des gens, qui avaient un grand cœur et ce que j'aime beaucoup chez Arnaud, c'est que, heu, un truc qui m'a tout de suite marqué quand on est sortis ensemble, c'est qu'en fait, il a un grand cœur pour tout le monde. C'est le genre de mec qui, va aider les vieilles dames à traverser. C'est le genre de mec quand il rencontre tes meilleurs amis, il est hyper présent pour eux. Il a des attentions auxquelles toi tu as même pas pensé en mode, «Ah tiens, ça s'est passé comment la présentation de Léa, pour, son dernier brief, dans une agence de pub?» Tu vois? Et ça, enfin, voilà, c'est des qualités de cœur, qui sont assez invraisemblables chez Arnaud. C'est aussi, dû au fait qu'il est papa de 3 enfants, donc je pense que, tu es habitué à penser, aux autres en permanence Ouais, et bien je te sûr. dirai si j'ai d'autres noms, je te les Ouais, bah, enverrai. avec plaisir, avec plaisir. Et puis c'est bien, là, tu m'as proposé 2 hommes et c'est vrai que, tu vois, là, je viens de sortir le 20e épisode et j'ai fait, 3 garçons sur 20 épisodes. Mais parce Oh que je trouve waouh! que c'est moins assumé, le côté gentillesse pour un homme. Mmh. Je trouve que ça appelle aussi, si un homme se dit gentil, peut-être que ça appelle moins de virilité. Enfin, tu vois, je sais pas, je trouve que c'est Tu moins raison. assumé et du coup, je trouve ça trop bien que tu m'aies proposé 2 hommes. Ouais et puis j'ai plein de nanas aussi à te recommander, du genre Hélène Aubier,
qui a une marque, de CBD qui s'appelle EAGE, qui est genre un amour de fille. Nina Ramen, elle est exceptionnelle aussi, et elle fait pas mal de justement de contenu sur les femmes et tout. Je sais que Léa, Legendre, la connaît aussi. Donc voilà, bah, si tu as besoin de noms, tu sais où me retrouver. Puis, bah, merci à tous ceux qui m'ont écouté, parler, C'était et trop c'était un intéressant, merci Caroline. merci à toi Léa, C'était c'était un vraiment plaisir. chouette. J'ai On pris une va, on petite va photo, comme ça Ouais, je nous bah, mettrai trop bien. sur Insta. Trop bien. On va clôturer l'épisode ici. Merci de nous avoir écoutés. C'était un vrai plaisir, Caroline, d'échanger avec toi. Tu as beaucoup de valeur à apporter. On voit que là, pour le coup, tu donnes sans rien attendre en retour et je trouve que ça fait vraiment du bien. C'est un aspect plus business du podcast, mais je trouve que c'était intéressant aussi d'avoir ton point de vue sur la gentillesse. Voilà, moi, mon grand truc, c'est on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et je trouve que tu l'incarnes bien. Merci beaucoup et j'ai hâte qu'on diffuse cet épisode. Je t'embrasse. À très vite. Bisous. Ciao, ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à la découverte d'un nouveau gentil ou d'une nouvelle gentille. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous voulez des nouvelles du podcast, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram @trobonnetrocool. À très bientôt, des bisous.